Parfait, parfait. Bah, écoutez, on va pouvoir commencer cette table ronde qui porte sur le marché de la tech à Lyon. Avant de commencer, je vais juste rapidement vous présenter Techit un petit peu. Donc nous, on organise des événements de recrutement, mais on a aussi une plateforme digitale. Donc nous, on a un réseau social professionnel spécialisé dans le secteur de la tech. Donc on va avoir des offres d'emploi, des actualités et aussi bien sûr tout le planning de nos futurs événements Techit Connect. Voilà. Maintenant je vais laisser se présenter les messieurs dames pardon, qui nous accompagnent lors de cette table ronde. Et ben Marie, je vais te laisser commencer. Vous m'entendez ? Très bien. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Marie Albaré et je m'occupe des relations entreprises à Ada Tech School. Donc nous, on est une école qui forme au métier de développeuse et de développeur informatique avec une mission qui est de ramener un petit peu plus d'inclusion et de diversité au sein de la tech. Et on le fait par le biais de la diversité de genre, qui est la première diversité qu'on a eu envie d'attaquer, puisqu'on a 70% de femmes qui sont formées au sein de notre école. Mais on le fait aussi par le biais de toutes les diversités, puisqu'on forme toute personne sans prérequis de diplôme ni d'expérience préalable. Voilà. Et on a un campus à Lyon qui a ouvert depuis octobre. Donc on est tout nouveau. Vous m'entendez bien ? Impeccable. Déjà, je suis très heureux d'être ici avec vous. Du coup, donc moi, c'est Antoine Bienvenu. Je suis gérant et fondateur de l'agence de Lyon de Webatrio. Webatrio qui est une ESN, du coup. On est une entreprise libérée avec un management à plat. C'est un peu ce qui nous différencie, on va dire, des autres ESN. Et voilà, je vois qu'il y a beaucoup de développeurs dans la salle. Je pense qu'on se verra après, du coup. Voilà pour moi. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, c'est Yann Hamel. Je suis le responsable du développement et des admissions pour Epitech Digital School, donc tous les nouveaux métiers du digital, donc hors dev, bien sûr. On est situé donc sur la presqu'île de Lyon et puis on a un programme grande école sur 5 ans avec des masters qui sont aujourd'hui admissibles en admission parallèle. Bienvenue. Eh bien, merci à vous trois. Du coup, on va pouvoir commencer. Donc, le thème, je le rappelle, c'est le marché de la tech à Lyon. Donc, on va aborder en fait un petit peu l'écosystème du secteur sur la région lyonnaise. On va parler aussi des tendances qui se démarquent sur la région et des enjeux un petit peu, des enjeux que doit faire face le secteur de la tech à Lyon, mais pas que à Lyon, parce que c'est quand même un problème franco-français, je dirais. Voilà, donc il y aura 30 à 40 minutes d'échange entre nous quatre. Et à la fin, vous aurez questions-réponses, donc 15 à 20 minutes de questions-réponses, si vous avez des questions à poser. Voilà, donc pour commencer, on va peut-être pouvoir parler simple des acteurs. Petit problème de chaise. Des acteurs influents en fait sur le marché de la tech, des grosses entreprises qui sont présentes sur le marché lyonnais. Pardon. Au niveau des secteurs, on va peut-être commencer par là. Du coup, dans le bassin lyonnais, du coup, c'est vrai qu'on est très secteur pharma, chimie, industriel aussi évidemment. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Service, beaucoup d'ESN évidemment. Voilà un peu ce que nous en tout cas, les secteurs avec lesquels on a affaire chez Webatrio. Après, on a aussi la chance de compter sur plusieurs incubateurs et des clusters qui permettent aussi de nouvelles pousses, de nouvelles étudiants qui ont des initiatives de pouvoir développer leur propre entreprise. C'est quand même une chance d'avoir ça au sein du niveau lyonnais. Et aussi, au-delà des ESN, on parle des ESN historiques, les très grosses, mais on voit aussi à Lyon de développer de plus en plus de petites boîtes avec une vision un peu différente justement de toutes ces grandes entreprises sur lesquelles on s'est basé pendant plusieurs années et qui aujourd'hui on voit poindre de nouvelles pousses avec de nouvelles visions et de nouvelles choses sur le marché. J'ai oublié l'énergie évidemment. Énergie. Après, c'est intéressant ce que tu dis, Yann, parce que c'est vrai que Antoine, toi, c'est Webatrio, c'est un petit peu l'image que donne Yann de la petite ESN à taille humaine. Tu peux peut-être nous en parler Bien sûr, tout à fait. Je vais peut-être revenir un peu sur l'entreprise livrée parce que c'est un peu aussi lié à ça. Webatrio au global, en fait, on cherche à avoir des petites tribus, on va dire ça comme ça, avec des petits nombres de consultants par agence. On ne veut pas être trop gros parce que après sinon on se connaît pas les uns les autres et c'est ça qui est important. C'est un peu
tout le monde dit un peu ça maintenant, mais c'est un peu l'esprit famille. Je sais que ça va en faire rigoler certains, mais c'est ça qu'on cherche. Donc tous un peu se connaître, on se retrouve pratiquement tous les jours, on bosse ensemble, donc c'est quelque chose qui est important. Et au-delà de l'humain, oui, non, je pense que j'ai tout dit. Ok, parfait. Non, Marie, tu... Non, c'était juste pour appuyer ce que tu disais, c'est que pour le coup, vous en êtes un exemple, mais nous, on voit qu'il y a énormément de changements dans le monde des ESN, que les gros bateaux existent toujours, fonctionnent toujours très bien, recrutent toujours énormément, mais qu'il y a plein de petites ESN à taille humaine, de personnes qui ont beaucoup travaillé dans les ESN, qui en sont sorties, qui ont eu envie de recréer, c'est ton cas, je crois, en tout cas de créer des environnements qui leur plaît plus, qui leur convient plus, avec des gouvernances différentes, la possibilité aussi de travailler en interne sur un certain nombre de projets pour faire un peu de développement, donc un peu de R&D. Et donc en fait, je trouve que par contre, c'est plus compliqué de les connaître, c'est plus compliqué d'aller les chercher, d'aller les trouver, mais il y a tout ce marché-là qui existe et qui est en train de se développer, Lyon y compris, et c'est quand même assez chouette et plus intéressant côté dev, par contre. C'est vrai que je n'ai pas parlé de ça, mais c'est vrai que les ESN anciennes SS2I avaient mauvaise presse. Et c'est vrai que maintenant, du coup, on a vu qu'il y avait vraiment un recentrage sur l'humain, du coup, avec la QVCT. Alors, maintenant, il y a beaucoup plus de flexibilité au travail. Donc, évidemment, je pense que le télétravail, je pense que tout le monde voit de quoi je parle maintenant. C'est vrai qu'il y a quelques années, c'était quelque chose qui n'avait pas forcément dans toutes les entreprises. Le Covid a pas mal aidé quand même. Et c'est vrai qu'aussi l'équilibre vie pro, vie perso, c'est vrai qu'il est devenu quelque chose de très important aussi, ce qui n'était pas le cas avant dans les SS2I du coup. C'est les nouvelles choses qu'il y a maintenant, les nouvelles pour certaines, dans les entreprises. Pardon. Après, on parle beaucoup de ESN. Des choses que je pense qu'il est important de rappeler, c'est qu'on est ici pour les métiers de la tech. Et les métiers de la tech, on les trouve aussi à l'intérieur des entreprises traditionnelles, puisqu'on est vraiment dans une transformation numérique et que ce sont des nouveaux boulots, des nouveaux postes qui sont en train de se créer. Donc souvent, on a un regard porté, notamment quand on arrive et qu'on veut se lancer dans ce milieu, sur les entreprises pure player ou qui sont 100% tech. Mais moi, je le vois parce que je place beaucoup de mes étudiants, que ce soit en alternance ou en stage, et je travaille principalement aujourd'hui avec des entreprises du milieu dit plus traditionnel, mais qui ouvrent leur voie vers le numérique et qui ont énormément de besoins dans le domaine. Donc aussi, faut pas se mettre des œillères seulement sur les entreprises 100% tech. Et pour revenir un petit peu sur la région lyonnaise, Yann, tu parlais de nombreux incubateurs. Sur la région, il y a quand même des infrastructures qui ont été mises en place pour le numérique à Lyon. Donc, moi, la question, c'est en fait quels sont un petit peu les atouts et les défis, enfin pas les défis, mais les atouts et les puissances en fait de la région lyonnaise par rapport à d'autres régions. Comment elle peut se démarquer face à des régions, pas forcément comme Paris, mais comme face à Toulouse, des régions comme Bordeaux, des choses comme ça. Déjà, je pense que par la diversité économique qu'on trouve sur Lyon et le dynamisme qu'elle affiche depuis plusieurs années, Lyon a toujours été la deuxième ville de France au niveau économique et ça change pas de par cette diversité. Autre chose aussi, on a une grosse force au niveau éducation. On a plusieurs universités, des écoles qui permettent justement cette collaboration puisque quand on parle de tech, inévitablement, on parle d'innovation. L'innovation se fait à travers la recherche, à travers l'enseignement. Donc, je pense que ce milieu entre l'éducation et l'entreprise fait en sorte que Lyon offre vraiment des perspectives très intéressantes pour s'implanter. Avec aussi, on a la chance d'avoir une région qui appuie les projets et qui permettent à des entreprises de pouvoir se développer. Vous parlez de cluster tout à l'heure, au-dessus de 100 entreprises aujourd'hui dans la French Tech lyonnaise qui sont en mesure d'être subventionnées ou à tout le moins appuyées par cet organisme qui permet de se développer et puis de pouvoir aller voir plus loin. Oui, et il y a aussi, on a remarqué qu'à Lyon, il y a, alors qu'en France, c'est pas forcément le cas, mais il y a, une croissance démographique qui est assez élevée. Les étudiants sont là, les étudiants en restent, et en fait, qu'est-ce qui fait que Lyon soit aussi attractif, en fait ? On peut parler de la localisation aussi. Et, on est entre Paris, Marseille, Grenoble, il y a Saint-Étienne aussi, il y a la Suisse qui est pas loin aussi. Donc la localisation fait partie de ces attraits de notre belle région.
Je pense qu'il y a un cercle vertueux en fait, c'est que effectivement c'est attractif pour y vivre, c'est agréable d'y vivre. Du coup on reste, mais on reste aussi parce qu'il y a du travail et donc il y a d'autres et il y a tout le système éducatif qui est bien implanté. Et en fait à partir du moment où il y a un système économique qui fonctionne, il y a un système éducatif qui marche bien aussi. Tout s'auto-alimente et ça permet aussi d'envisager du coup d'avoir un développement sain et serein. Et je trouve que c'est ça qu'on trouve à Lyon qui est chouette, sans avoir les dérives de trop grosses villes. Et je pense que c'est ça aussi que et les entreprises, et les étudiants, et les futurs travailleurs ou travailleuses viennent chercher aussi ici. Et on parle aussi d'infrastructure, parce que, inévitablement, que ce soit côté routier, ferroviaire, aérien, on est hyper bien desservi. On est à côté de plusieurs pays européens, mais il y a au-dessus de 200 vols par jour à Saint-Exupéry qui nous permettent d'être capables d'aller vers l'international aussi pour les entreprises qui veulent se développer ailleurs, même si, bon, on essaie d'éviter l'avion, bien sûr. Donc, je pense que tout ça collabore aussi au fait que le milieu lyonnais peut avoir de belles perspectives de développement pour les entreprises. Et avec un milieu de vie de plus en plus agréable à vivre. Et je vais me tourner vers toi, Yann, pour peut-être le dernier point. Pour revenir vraiment centré sur le secteur de la tech à Lyon, il y a un secteur qui est quand même plutôt en vogue, c'est le marché du jeu vidéo. Tout à fait. Le marché du jeu vidéo est très, très, très fort à Lyon. On parle de la ville numéro 1 sur le marché. Il y a 830 entreprises dans le jeu vidéo dans toute la France et plus d'une centaine, ne serait-ce que sur Lyon. Dont notamment Ivory Tower, qui est une filiale de Ubisoft. Ubisoft étant installé aussi dans la région, sur le côté d'Annecy, donc étant même un des principaux joueurs. On a un siège d'Electronic Arts dans le bastion historique de la tech qui est à Vèze. Donc oui, franchement, dans le domaine du jeu vidéo, on a de quoi faire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit aussi de plus en plus des acteurs qui s'y installent, des centres de formation spécialisés dans le domaine qui s'ouvrent pour être capable de travailler sur cette économie qui est en pleine croissance. On parle d'une croissance à 2 chiffres parce que quand on voit jeux vidéo, il n'y a pas que les consoles, hein, il y a tout le système de gamification qu'on retrouve soit à travers les téléphones ou encore même dans le domaine des entreprises qui se développent de plus en plus. Et j'aimerais qu'on aborde la question des tendances technologiques, que ce soit comment dire, les stacks utilisés au niveau du développement, mais aussi au niveau des métiers. Sur le bassin lyonnais, qu'est-ce qu'on va retrouver principalement? Je sais qu'il y a quand même beaucoup de Java au niveau du dev. Est-ce que sur le marché lyonnais, c'est les mêmes choses qu'on peut retrouver sur Nantes, sur Strasbourg? C'est-à-dire vraiment beaucoup de Java ou ça change quand même un petit peu? Alors, je ne peux pas parler pour Nantes, mais je vais peut-être parler pour nous. Nos agences, on a à Paris, Toulouse et du coup Lyon. On a beaucoup de demandes, oui, en Java, comme tu as dit, donc majorité même. Java, d'ailleurs, pas forcément Java tout seul, Java full stack, couplé avec de l'Angular pour le front. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On a du .NET, évidemment, pour le back. PHP Symfony, PHP natif, mais bon, plus quand même framework Symfony. Et au niveau du front, oui, c'est vrai, je pense qu'on y reviendra après, mais c'est vrai que c'est très, très techno Angular. Alors, je parle techno web, évidemment. Et au niveau des métiers, donc on a parlé un peu des devs, évidemment les métiers type PO, Scrum Master, PM, Product Manager, Delivery Manager, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? DevOps. DevOps qui est très recherché. Tu parles du PO, du Scrum Master, ça c'est des métiers qui sont de plus en plus demandés Pas plus demandés, mais c'est des métiers dont on a toujours besoin, évidemment, puisqu'ils pilotent des projets, donc forcément, oui, on en a besoin. Mais c'est vrai que la demande est très forte pour les devs au niveau Java, on va pas se mentir. Oui, pour compléter, nous, ce qu'on voit, c'est... alors moi, j'ai un focus plutôt développement, développeuses et développeurs uniquement, moins de visibilité sur les autres métiers, mais on demande un peu moins de dev front en ce moment. C'est quand même en déclin, avec beaucoup de demandes sur la partie back et full stack. C'est ce que nous, on remarque. Donc, et même dev web se stabilise et dev logiciel, toujours très demandé. D'où Java, .NET. Après, il y a aussi quand même les métiers, parce qu'on parle beaucoup des développeurs, mais que ce soit avec l'arrivée, bon, ça va peut-être pas être tout de suite, mais avec l'intelligence artificielle, etc., il y a quand même des métiers, que ce soit au niveau de la data, qui vont être de plus en plus demandés. Des niveaux de la data, il y a aussi la cybersécurité, forcément, qui va aller de pair. Est-ce que ça, c'est des métiers vraiment qu'on va voir du jour au lendemain arriver? Enfin, c'est déjà présent, mais de plus en plus. Je pense qu'on voit l'actualité, la cybersécurité, je pense que bon,
Je pense qu'il y a des postes à pourvoir et c'est en train Avec d'exploser. France Travail, il y a eu un petit souci. Très, très clairement. La data, je ne peux pas me prononcer, mais oui, je pense que tout le monde en a entendu parler. Tous ces métiers-là sont très en vogue, donc forcément, oui, là aussi, c'est des métiers porteurs. Data, cybersécu, c'est clair. DevOps aussi, on en parlait tout à DevOps, l'heure. je l'ai dit tout à l'heure. Pas mal de DevOps. Bon, au niveau de la data, je sais qu'en octobre, donc, j'ai eu la chance d'assister à une conférence avec l'OPCO Atlas, qui est l'OPCO qui supervise donc, l'ensemble des cabinets conseils. Et déjà, juste sur la région Rhône-Alpes, on nous demandait de fournir, nous, parce qu'on était tout un groupe d'écoles, à fournir 300 data analystes d'ici 2025. Donc, c'était très compliqué. On n'en avait pas ni les capacités, ni le temps nécessaire pour le faire, mais c'est inévitablement un métier qui est très demandé, qui va l'être de plus en plus, parce que derrière l'intelligence artificielle se cache inévitablement la data. Et avant d'être capable de l'envoyer justement pour être traité par un algorithme, il faut quand même qu'elle soit traitée, classifiée ou autre. Donc, c'est des métiers, en effet, qui sont appelés à se développer, qui sont très demandés, tout comme la cybersécurité, avec des demandes très pointues et très propres à chacune des activités, ce qui requiert souvent des certifications propres par rapport à l'angle dans lequel on veut se tourner en termes de cybersécurité. Maintenant, j'aimerais peut-être qu'on aborde les enjeux que doit faire face. Alors là, c'est pas forcément le secteur lyonnais, mais c'est plus vraiment le secteur de la tech en général, en tout cas en France. Notamment au niveau, il y a un problème qui se pose depuis déjà peut-être plusieurs années, mais c'est le fait qu'on a de plus en plus de profils juniors qui sont sur le marché, issus notamment des fois de la reconversion web ou des profils juniors qui arrivent, des études, etc. Et par contre, donc on a de plus en plus de ces profils-là sur le marché, mais les entreprises, elles, vont plus se tourner vers des profils plus expérimentés. Donc on a une friction, une sorte de pénurie sur le marché. Comment on fait pour bon, alors, c'est pas une question qu'on va régler du jour au lendemain, mais quels sont peut-être vos avis sur cette question-là, quoi. Bah là, du coup, je vais parler pour nous, ESN, qui est, on va dire, de petite taille, puisqu'on n'est que 150, ce qui est petit. Oui, c'est vrai que c'est un des sujets, puisque notre recrutement, il est lié évidemment aux besoins des clients. Et les clients, malheureusement, j'ai envie de dire, veulent que des profils capés. Donc forcément, c'est compliqué à notre niveau de recruter des profils plus juniors, même si nuance, on peut le faire, puisqu'on a aussi des projets, certaines agences le font, des projets au forfait. Donc du coup, des projets qu'on fait en interne. Et là, du coup, on n'a pas de problème, nous, en interne, à recruter des profils plus juniors pour les faire monter en compétences, tout simplement. Et voilà. C'est vrai qu'on voit une modification sur le marché. Nous, par rapport à ça, on s'est adapté parce qu'on demande de plus en plus, justement, des jeunes qui sortent avec un minimum d'études et surtout avec une expérience de travail. Et règle générale, nous, c'est vrai qu'on forme des managers dans la tech, donc en bas d'un bac plus 5, on voyait que les entreprises n'en voulaient pas. C'est donc pour ça qu'on a laissé tomber les bachelors pour se concentrer que sur le programme Grande École. Mais en parlant avec nos clients aussi, on voit une nouvelle tendance de fond qui se fait de plus en plus. C'est-à-dire que plutôt que de passer directement par l'alternance, de plus en plus, notamment les grandes boîtes, préfèrent faire un stage de 6 mois qui est un peu un onboarding avant même de commencer l'alternance, souvent soit pour des contrats de 12 à 24 mois, dépendamment de... Et c'est vraiment une tendance de fond qui se dessine avec la plupart des grandes entreprises aujourd'hui, que ce soit tant en ESN que des entreprises du CAC 40. Donc, c'est vrai que le marché est en train de beaucoup changer et c'est pour ça qu'il faut à la fois être généraliste et spécialiste, ce qui est un peu compliqué avec une expérience de travail assortie de diplôme. Donc, d'où le fait que la voie de l'alternance reste quand même une voie privilégiée dans ce domaine parce que c'est ce qui est recherché, c'est-à-dire une personne qui à la fois va avoir ses compétences et de l'expérience à proposer dès la sortie de ses études. C'est quand même pas très nouveau le fait que les entreprises préfèrent avoir des profils pas très chers mais très bien formés. Donc de ce point de vue-là, il n'y a rien de nouveau. Mais le problème, c'est qu'effectivement, il y a une pénurie de profils dev et que nous, en tant qu'école, tout autant qu'on soit, on essaye d'apporter une première réponse avec la reconversion professionnelle, en augmentant les promos, en proposant de plus en plus de formations. Sauf qu'à un moment, il faut qu'on leur donne une chance et que la formation puisse se continuer un peu en entreprise. Alors, nous, on travaille tous les jours pour convaincre, pour dire qu'un bac plus 5, c'est pas nécessaire, pour expliquer que l'entreprise a aussi sa part à faire sur le fait de former, d'intégrer. Alors, on comprend très bien qu'il y a des business models qui sont pas simples pour ça, mais il y en a plein d'autres qui sont tout à fait possibles et où, à un moment, on a une responsabilité aussi collective si on a besoin des talents, d'aider à les faire émerger.
Et effectivement, c'est pas simple, ça prend du temps. Ça demande de changer un certain nombre de mentalités, puisque le bac+5 reste très ancré en France. Mais on y arrive parce que quand on explique les démarches et quand on explique le pourquoi on est là, on se rend bien compte que sinon on reste bloqué sur une pénurie de talents. Donc allons chercher les gens là où ils sont, allons chercher les talents là où ils sont, prenons un peu de temps pour les former tous ensemble. Et je pense que ça va finir par se résoudre, mais ça demande effectivement de travailler à plusieurs pour arriver au bout et atteindre l'objectif qu'on veut. Parfait. Personne ne doit rebondir. Non. Là, je vais me tourner du coup vers toi Marie. L'un des enjeux aussi du secteur, c'est bien sûr la diversité et la féminisation dans la tech notamment, parce que c'est quand même un sujet qui remonte depuis pas mal de temps. Mais aujourd'hui, quelle est la réalité en fait du marché, quoi? C'est pire. Non, mais il faut le dire. En fait, la réalité du marché, c'est que... et je parle du marché du numérique d'une manière générale. Alors, c'est catastrophique côté développement informatique, mais le marché du numérique n'échappe pas à la règle sous toutes ses formes. Et je parle de diversité au sens large, pas seulement de ratio homme-femme, mais la diversité des backgrounds économiques, sociaux, elle est vraiment très peu présente. Et c'est de pire en pire parce que quand le marché se tend, quand justement il y a un peu moins de recrutement, quand les premiers réflexes qu'on a, c'est de revenir sur nos basiques, de se refermer un petit peu et d'aller vers ce qu'on connaît. Et ce qu'on connaît, c'est la même chose que soi. Et donc en fait, aujourd'hui, la diversité, les recrutements diversifiés ont pris un petit coup. C'est aussi dû au fait que pour la première fois depuis très longtemps, il y a un recul sur le nombre de femmes qui se dirigent vers des formations numériques. Alors que c'était en augmentation depuis un petit moment. Et là, il y a un recul de 1%. Alors, c'est pas énorme, mais bon, sachant qu'elle représente déjà moins de 20%, si on perd 1% par an, on n'est pas bien arrivé. Et ça, c'est dû, entre autres, à des réformes, notamment au lycée, qui font qu'il y a de moins en moins de jeunes femmes qui se dirigent vers des filières scientifiques. Donc, non, je pense qu'on est tous très conscients du problème et que c'est chouette et que moi, je vois énormément d'entreprises au quotidien qui mettent en place des choses pour accueillir plus de diversité. Et ce n'est pas seulement dans le recrutement, c'est accueillir aussi au sein des équipes, être capable de faire de l'inclusion dans les rituels quotidiens, dans le management, etc. Donc ça va dans le bon sens. Simplement, maintenant, c'est un peu à nous de bosser. Je me retourne parce que sur la partie formation, il faut qu'on soit capable. Les entreprises ne peuvent pas recruter des talents qui n'existent pas. Donc c'est un peu à nous maintenant de prendre notre responsabilité, d'avancer et d'essayer aussi de travailler un peu plus la notoriété et d'amener des profils différents jusqu'au bout de nos formations. Tout à fait. Et nous, c'est ce qu'on travaille aussi largement, essayer d'être capable de féminiser la formation qu'on propose, que ce soit dans notre recrutement, dans notre communication qu'on fait pour attirer les gens, les nouveaux talents. Inévitablement, tu parlais de réforme de lycée, moi je dirais que c'est encore plus profond que ça, parce que j'ai la chance d'intervenir aussi au niveau collège et on se rend même compte que déjà au niveau du collège, on est en train de dire aux filles qu'en la filière informatique ou numérique n'est peut-être pas une filière de choix pour elles, ce qui est complètement stupide, excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment une filière qui est ouverte à toutes. Donc, c'est dommage. Alors, il y a vraiment un travail de fond à faire là-dessus. Par contre, à l'instar, on se voit quand même, on voit de plus en plus dans des grandes entreprises des nouveaux postes qui sont créés, notamment des chefs responsables de la diversité, que ce soit sur l'inclusion à tout niveau, que ce soit les LGBT, les femmes, les handicaps. Donc, il y a quand même un espoir qui semble poindre, mais bon, il ne faut pas baisser les bras et surtout, il ne faut pas baisser la garde parce que sinon, en effet, on va se retrouver dans la même situation actuelle, c'est d'avoir une diminution des filles au niveau de la filière informatique, ce qui n'a pas lieu d'être. Et pour juste reboucler par rapport à ce qu'on disait avant sur les entreprises qui ont des critères de recrutement parfois un petit peu stricts, c'est que forcément amener des personnes qui ne se dirigent pas d'elles-mêmes vers ces métiers-là, ça passe forcément par la reconversion professionnelle et que la reconversion professionnelle, ça ne se fait pas avec un bac+5. Et que donc, c'est là où on a, nous, en tant que formation, une responsabilité énorme de se dire qu'il faut aussi qu'on donne envie à tout le monde de venir se former à ces métiers-là, mais que la responsabilité côté entreprise, en attendant de pouvoir recruter, en ayant un vivier de talents suffisamment diversifié, c'est peut-être aussi d'accepter des niveaux d'études moindres, d'accepter de prendre à sa charge ce que je disais, la formation, d'avancer un petit peu pour que justement les personnes qui sont là sur le marché puissent déjà quand même au moins se lancer
et avoir une carrière dans le numérique et commencer aussi à être des modèles, parce que c'est ça qui manque aussi. C'est les modèles qui font les vocations. Il y a d'autres enjeux aussi qui persistent sur le marché de la tech. Là, il y a deux secteurs notamment en termes d'investissement qu'on revoit chaque année, chaque mois de l'année 2023 et même de début d'année. C'est la green tech et l'intelligence artificielle. Sur la green tech, peut-être on peut parler, il y a certains points qui sont intéressants, et notamment sur la région lyonnaise, avec le digital responsable et aussi l'accessibilité au numérique. Je ne sais pas si Yann, tu... Ben, en termes de digital responsable, ça rentre clairement dans les plans à 5 ans qui ont été faits par la métropole de Lyon. Ils veulent davantage se tourner vers justement des entreprises qui ne feront pas juste créer des grands sièges sociaux et faire venir énormément de personnes, mais plutôt travailler avec des entreprises plus à taille humaine, avec un indice carbone faible pour être capable de s'inclure dans le plan de développement aussi de la ville, de manière à faire des entreprises, des citoyens responsables au même titre que nous, on doit l'être. Donc ça fait partie des plans de la ville. Donc, inévitablement, ça se tourne vers ça. La green tech, inévitablement, on travaille dessus parce que le digital peut amener à diminuer des émissions en étant capable de mieux gérer, par exemple, le trafic sur le territoire, en étant capable de travailler sur l'éclairage urbain et tout ça. C'est avec les technologies qu'on va y arriver. Donc, il y a inévitablement beaucoup de solutions à mettre en place pour être capable d'y arriver. Donc, c'est un secteur qui est en effet très porteur et dans lequel le numérique a un impact fort. Et aussi, le numérique est en train de prendre de plus en plus de place. Donc, on parle aussi d'une plus grande consommation d'énergie. Donc, inévitablement, il y a dans le digital responsive, excuse-moi, je dirais pas responsive, mais responsable, tout à fait. Il y a aussi cette façon de travailler, ne serait-ce que dans le code, d'en développer, de faire en sorte que les programmes soient de moins en moins énergivores pour qu'à toute taille, on puisse faire un peu sa part pour être capable d'améliorer l'environnement sur Lyon et sur la planète en général aussi. Moi, j'ai l'impression que c'est surtout ça la tendance, c'est-à-dire qu'avant, le numérique responsable, c'était très spécifique. Il y avait certains postes qui s'en chargeaient, certaines entreprises qui étaient spécialistes. Et là, je pense qu'en fait, c'est plutôt intégré à la totalité des métiers et que c'est un peu une tendance de fond du coup, que tout le monde doit intégrer et sur chaque métier avoir en fait une part d'accessibilité, une part de green, une part de responsabilité d'une manière générale. Que ce soit au niveau des entreprises ou du consommateur, il y a, je pense, c'est l'un des sujets de fond du XXIe siècle, l'environnement. Donc, c'est un sujet de fond que les entreprises prennent de plus en plus. On voit vraiment, un attrait au niveau des investissements depuis une année qui est assez impressionnante. Et notamment sur la région lyonnaise, il y a eu des belles levées de fonds, il me semble, côté Green Tech. MyLight, il me semble qu'il lève 100 millions. C'est une entreprise dans l'énergie, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà. Et après, du coup, bien sûr, il y a l'intelligence artificielle, on en avait parlé un petit peu avant, qui va arriver, donc qui a été mis en lumière par les IA génératives. L'IA, ça date pas non plus de 5 ans, hein, de 2 ans, ça fait plus de 50 ans que ça existe. Mais du coup, quel impact l'IA va avoir sur les secteurs, quel IA va avoir un impact sur les métiers, on en a peut-être déjà parlé, mais je sais pas si Antoine, toi, tu as un... C'est vrai que ça a été un petit raz-de-marée, cette IA générative, je pense que tout le monde l'a constaté. Alors moi, je pense pas que ça va non plus supprimer les métiers, on entend un peu partout en ce moment. Je pense qu'il faut le voir aussi comme une aide. Alors là, je pense plus aux développeurs. Il y a une bonne et une mauvaise manière de faire, j'ai envie de dire. La bonne, c'est évidemment de ne pas le faire si vous ne connaissez pas évidemment le code, etc. Bon, il faut peut-être mieux connaître tout ce qui est algo, etc. Pour faire vos codes. Je me suis emmêlé les pinceaux. J'ai parlé de la mauvaise et de la bonne. Non, la mauvaise, c'est évidemment pour moi un site, code, etc. Voilà, tu lances, ça va peut-être marcher, hein, c'est fort possible, mais si on ne comprend pas derrière, pas de maintenance, etc. Ça peut être difficile, mais c'est une très bonne aide en tout cas, même pour se créer des exercices par exemple. C'est quelque chose que nous on peut faire pour aider aussi nos développeurs parfois. Et je parlais uniquement du dev, mais oui, moi je le vois essentiellement comme ça.
C'est sûr qu'avec l'arrivée des IA, il va y avoir un impact sur le marché du travail général. Les IA, des fois on a peur, d'autres fois il ne faut pas oublier, c'est que l'avantage aussi des IA, c'est qu'elle peut amener au cœur de certains métiers le retrait de certaines tâches qui sont plutôt chronophages et qui permettent de recentrer davantage sur le cœur même du métier de quelqu'un. Je prends un exemple très simple, le comptable qui, grâce aux IA, aujourd'hui, lui permet de passer beaucoup moins de temps sur de la rentrée de données ou autre, et qui statue davantage sur les conseils à promulguer à son client. Donc, il y a quand même un retour vers l'humain, vers le conseil qui est amené avec cette solution numérique. Il y a aussi tout le volet où, bien évidemment, il va y avoir des automatisations qui risquent de faire changer la façon de travailler. Donc, c'est là où ce qui va être important aussi, c'est que chacune des entreprises se responsabilise et amène au sein même de leur façon de créer un système de formation en interne pour faire monter en compétence les gens qui y travaillent et d'utiliser ces dernières. Et il ne faut pas oublier, c'est qu'elle offre aussi plusieurs nouvelles possibilités parce qu'on ne se cachera pas, tous ceux qui vont maîtriser les IA aujourd'hui, ils ont des opportunités de se lancer soit dans l'entrepreneuriat à travers leur propre entreprise, soit d'être capable de freelance et de proposer leurs services. Donc voilà, il y a aussi beaucoup d'opportunités qui vont être créées avec l'IA, même si elle fait beaucoup peur à plein de gens. Je pense qu'il faut regarder plutôt le beau côté de la médaille, de ce qu'elle peut apporter, plutôt que le côté négatif qu'on entend souvent parler dans le marché aujourd'hui. C'est aussi une évolution qui va rentrer dans les mœurs, c'est-à-dire que demain, tout le monde peut-être pas tout le monde va travailler avec une IA, mais l'IA sera présente dans nos vies de tous les jours. Donc c'est une évolution qu'il faut prendre en compte. Surtout qu'il y a aussi cet aspect compétitivité avec tout ce qui Google, Meta, OpenAI qui se lance dans la course. Même en France, on a Mistral AI qui est bien présent. Donc il va avoir cet aspect de compétitivité qui va faire que, pour moi, l'accélération va aller très très vite. Et donc c'est quelque chose qu'il faut prendre aussi en compte et que ça va arriver dans notre vie de tous les jours et que c'est une évolution de la société comme on a pu en connaître, je pense, auparavant. Tout à fait. Et on parle même d'un gros boom économique pour les années à venir qui serait généré que par justement l'arrivée de ces IA qui vont amener une automatisation, une facilité de création qui vont créer un plus fort PIB sur la plupart des pays occidentaux dans lesquels on a bien sûr la chance de travailler avec. Après, comme vous dites, il y a des gros joueurs. Donc, c'est important que la France, l'Europe soient quand même parés avec ses propres outils pour être capable de ne pas se laisser manger par les GAFA qu'on a déjà aujourd'hui qui ont tendance à omnibuler et à prendre tout le marché, quoi. Je vous invite d'ailleurs, on a parlé de Mistral, à tester leur version ChatGPT qui est le chat, si je ne dis pas de bêtises, qui est très performante. Je l'ai testé la semaine dernière et c'est français. Écoutez, 19h11. Merci encore à vous trois pour ces interventions. On va passer du coup à la partie questions-réponses. Je ne sais pas si vous avez des questions. Surtout, n'hésitez pas. Oui. Alors, je vais donner le micro. Bonjour, bonsoir à tous les trois et merci pour votre intervention intéressante. Moi, je suis recruteuse aujourd'hui et j'avais une question à vous poser pour avoir votre vision et je pense que ça va intéresser beaucoup de gens ici. On n'a pas trop parlé du fait qu'aujourd'hui, on avait de moins en moins de demandes en front pur et qu'on avait du mal à recruter, les gens avaient du mal à trouver un emploi. Qu'est-ce que vous pensez de toutes les écoles qui ont misé sur les 2 dernières années sur le React alors qu'aujourd'hui, le marché est envahi par des développeurs React en reconversion qui ne trouvent pas d'emploi. Je vous en prie. Merci Isabelle. Merci. On se retrouve après. Je ne sais pas trop quoi penser des écoles qui font des formations extrêmement spécifiques parce que pour le coup, je pense que à partir du moment où on est un organisme de formation, on a une responsabilité qui est plus de former des personnes capables d'évoluer, surtout sur les métiers du développement informatique où moi, ça fait 12 ans avant que je suis dans le recrutement, avant d'être côté formation. Je travaillais beaucoup avec des startups il y a 10 ans et tout le monde recrutait en Ruby. C'était Ruby on Rails. Et maintenant, je ne suis plus dans le recrutement là, mais vous me direz si vous... Non. Non. Ok, Je voilà. pense qu'il n'y a pas de besoin. À part aux États-Unis, apparemment, Ruby on Rails a beaucoup marché. Ouais, très spécifique.
Voilà, mais en tout cas, c'est plus aussi trendy qu'avant. Donc je pense que, enfin je pense que, je sais pas, mais en tout cas, je vois pas l'intérêt aujourd'hui d'apprendre uniquement un langage. En fait, il faut apprendre une structure, apprendre à comprendre ce qu'on est en train de faire. Il faut apprendre à surtout savoir continuer à apprendre tout au long de sa carrière. Tous les métiers du numérique, mais au fond, tous les métiers tout court sont voués à évoluer. L'IA, c'est forcément la première chose qui va, je pense, impacter la totalité des métiers, mais parce que l'entreprise, vous allez avoir envie de changer d'entreprise, vous allez avoir envie de changer de stack, vous allez avoir envie tout simplement de changer de métier, de passer de développeur à un métier plus fonctionnel. Donc, en fait, aujourd'hui, les formations, pour moi, une formation complète, c'est une formation qui donne les outils. Et en fait, je pense qu'on est beaucoup à faire ça, ce qui n'empêche pas d'avoir des modules de spécialisation, mais c'est un deuxième temps. Le premier temps, c'est ne pas se spécialiser, commencer par avoir la base de la base, c'est-à-dire être capable de se débrouiller sur n'importe quel langage et de l'apprendre soi-même rapidement. Donc ce que j'en pense, c'est que c'est dommage. Mais en fait, je pense que le marché de la formation, effectivement, il y a beaucoup de formations en reconversion. Il faut un peu le séparer en deux. Il y a des reconversions pures, complètes, c'est-à-dire je viens apprendre un nouveau métier. Et il y a des reconversions qui sont pas, qui permettent de faire un pas de côté sur les métiers pour, je sais pas, moi, je travaille dans le conseil, sauf que je veux plutôt m'orienter sur du conseil IT, venir sur une ESN. Je vais me dire que je vais faire un bootcamp 4 mois qui va me permettre de mieux comprendre mes prochains interlocuteurs. Et à ce moment-là, du coup, j'augmente mon niveau de compétence. Et donc, en fait, il ne faut pas se tromper de type de formation qu'on va chercher. Il ne faut pas se tromper de est-ce qu'on veut compléter ses connaissances mais qu'on a déjà le bon socle? Est-ce qu'on veut une spécialisation et on a aussi le bon socle? Ou est-ce qu'on veut complètement changer de métier et on repart à zéro? Auquel cas, il faut plutôt aller chercher des formations qui donnent des bases qui permettent de se débrouiller pour toute la vie, quoi. Histoire de pouvoir être autonome derrière dans son apprentissage et vendre autre chose qu'une connaissance qui, je pense, tout métier confondu, mais a fortiori le métier de dev et les métiers du numérique, a moins de sens aujourd'hui. Nous, de toute façon, on est sur un programme en 5 ans, donc inévitablement, les étudiants chez nous sont amenés à travailler sur plusieurs langages informatiques. Et le mindset est exactement fait dans ce sens, c'est-à-dire qu'on leur apprend les premiers langages sur lesquels on considère qu'ils sont demandés sur le marché. Et on ne fait plus React, d'ailleurs. Donc... mais l'idée, c'est justement, comme Marie l'a dit, c'est hyper important, je veux dire, que ce soit tout métier confondu, mais particulièrement dans le domaine de l'informatique, parce qu'on est sur des technologies qui ne cessent d'évoluer, avec des tendances aussi qui changent complètement. Donc, ce qu'on met, nous, dans la façon de travailler des étudiants, c'est vraiment de leur dire de toujours, d'être capable d'apprendre à apprendre, d'être capable d'aller chercher l'information par soi-même et d'être capable d'aller chercher certaines spécialisations qui peuvent être faites, comme Marie l'a dit, mais d'abord, il faut avoir un volet assez généraliste pour être capable d'être assez ouvert puis de savoir quand est-ce que ça fonctionne et non pas se reconvertir sur une seule compétence qui peut disparaître du jour au lendemain, malheureusement, parce que ça fait partie du marché. Oui. Bonjour, donc Camille, je suis data scientist. J'ai une question concernant les certifications. Est-ce qu'elles ont de la valeur aujourd'hui en France, donc les certifications sur certaines technos, sur certains langages de programmation? Alors oui, j'ai eu tout de suite oui, très clairement. Nous d'ailleurs, on les fait passer à nos consultants qui les ont pas. Donc évidemment, ça dépend des technos. Alors data, on n'a pas de data, je peux pas te dire, mais oui, c'est très important d'avoir une certification, ça aide. Ça aide très clairement. Mais est-ce que, elles ont une valeur aux yeux du client parce que... Ah oui, tout à fait. Pour eux, c'est... On va dire que c'est un argument en plus qui peut aller dans le sens du candidat pour le prendre chez lui, le recruter. C'est jamais contractuel pour le moment. Il n'y a jamais d'appel d'offres demandant en fait un certifié dans tel langage de programmation. Ah si, il y a certaines offres, ils demandent certaines certifications. Hein. Pas toutes, mais il y en a, oui. Il y en a certaines. D'accord, ok, merci.
Bonsoir. Justement, pour compléter un peu la question je voulais savoir, en fait, les certifications, je suppose qu'il y en a qui sont importantes, mais plutôt quels sont les critères qui font qu'une certification va avoir de la valeur? Bah, Je pense que c'est ça plutôt la question. Oui, oui, bien sûr, oui. Toutes les certifications ne se valent pas, je confirme. D'ailleurs, c'est pas forcément les gratuites qui sont pas bonnes, hein, ni les payantes qui sont les meilleures. Mais forcément, les plus difficiles sont les plus recherchés, ce qui paraît logique. Mais et puis sur les technos, comme un peu je t'ai dit, typiquement les certifications Java, on revient au Java, oui, sont très recherchés par exemple. Je pense à les certifs AWS aussi. Peut-être pas les premières, mais il y a toujours plusieurs niveaux dans les certifications. Mais plus le niveau est élevé, forcément, plus elles ont de la valeur. Là encore, c'est de la logique. Oui, puis notamment quand on le voit, vous connaissez tous, j'imagine, ou peut-être pas, mais la plateforme Malte, qui est une plateforme sur laquelle on travaille pour aller chercher des freelances ou autres. Et avec les certifications, ça permet justement de plus facilement faire un tri, notamment quand des entreprises ne peuvent pas se permettre un poste à temps plein. Ils vont aller chercher les compétences, et si ces compétences-là sont en lien avec des certifications ou à tout le moins une compétence qui est très recherchée, si vous avez la certification qui est reliée à cette dernière, inévitablement que vous avez beaucoup plus de chances d'être pris par eux. Donc, et ce qui est important, c'est de les mettre de l'avant. Voilà. Je ne veux pas monopoliser la parole, donc si personne. Oui, donc j'ai entendu l'un de vous au début dire que je suis salarié dans une grande entreprise. Il y en a un de vous qui a dit que les grandes entreprises, elles ont mauvaise réputation. Est-ce que vous pouvez détailler ce point? Non, je parlais des SS2I qui sont l'ancêtre des ESN, qui avaient mauvaise réputation avant. D'accord, ok. Donc, mais c'est pas les grandes entreprises. D'accord. Et donc, du coup, qu'est-ce qui diffère d'une grande entreprise C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, du coup. Donc, vous n'avez pas fait de reproches sur les grandes entreprises, vous avez plus parlé de vos points forts en tant que petite entreprise, mais... Ah non, pour le coup, non, je vise pas spécifiquement les grandes entreprises. Non, enfin, je sais pas si c'est moi qui en avais parlé, mais pour le coup, non, pas du tout. D'accord, ok. Bonjour à tous, Adam, je suis développeur PHP, donc j'aurais une question plus spécifique peut-être pour Antoine. J'entends très souvent que le PHP est mort, j'entends ça depuis des années. Est-ce que vous pensez que le PHP a un bel avenir dans le futur? Alors le PHP n'est pas mort. Moi, avant d'être PO, SM, directeur d'agence maintenant, j'ai fait ma formation en tant que développeur PHP Symfony, donc je sais un petit peu de quoi je parle. Non, c'est pas mort. Il y a une grosse communauté Symfony en France, on sait. Il y a énormément de projets au forfait, projets chez le client qui ont été faits en PHP Symfony. Forcément, il y a de la maintenance, il y a des évolutions, etc. Donc, il y a des besoins. Donc, je te rassure, c'est pas mort. D'ailleurs, on recrute et on cherche des PHP Symfony, donc c'est un bon indicateur. C'est juste que j'ai l'impression que pour les nouveaux projets, en tout cas, les clients vont plus avoir tendance à se diriger vers du Java ou du JavaScript plutôt que sur du PHP. Voilà, après, on rentre dans l'avant-vente, mais ça dépend ce qui est vendu au client, ça dépend de leurs besoins. Et évidemment, et selon leurs besoins, nous, on les aide à choisir la bonne techno. Donc oui, parfois ça peut être PHP Symfony, des fois ça peut être Java Angular, ça dépend des besoins du client. Merci. Bonjour, moi je suis développeur d'applications et en fait ma question elle s'adresse surtout à Yann et à Marie concernant en fait le terme de reconversion professionnelle qui je trouve en fait aujourd'hui est un terme beaucoup plus péjoratif que laudatif et j'aimerais savoir ce qui est mis en place du côté des organismes de formation pour gagner de la crédibilité aux yeux des entreprises. C'est vrai que nous, on en a très peu pour l'instant à l'école parce qu'on est plus sur de la formation initiale. Donc, on a accueilli notre premier cette année qui est un ancien développeur et qui revient qu'aujourd'hui, qui veut davantage être tourné vers la chefferie de projet. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. En fait, je ne suis pas confronté au même truc que Marie au quotidien de notre côté. Nous, on a eu la chance en plus d'avoir un client qui était
à la recherche des compétences que l'alternant proposait. Donc, on n'a pas eu de difficulté proprement dite à vendre le candidat dans l'entreprise. En plus, j'étais à Carrefour, donc c'est quand même une assez grande entreprise aussi. Donc, je ne pense pas que ce soit péjoratif, bien au contraire. De plus en plus de gens décident de changer de voie professionnelle et on n'est pas tous obligés de quitter notre bac +5 en communication pour aller faire cuire des bannettes. Hein. Donc, si on va aller dans le domaine de l'informatique, ça peut être tout à fait entendable. Après, comme on disait aujourd'hui sur le marché, il est vrai qu'on est plus à la recherche, malgré que ce soit des jeunes qui sortent ou que ce soit une reconversion, on demande de l'expérience. Donc, si quelqu'un veut s'orienter vers le domaine du numérique, j'aurais quand même tendance à lui dire d'essayer de trouver un programme qui va lui permettre de gagner des expériences professionnelles, que ce soit à l'intérieur de la formation, qu'il y ait un stage intégré ou de l'alternance, parce que sinon, force est de constater que ça va être difficile de pouvoir poursuivre une fois le diplôme en main. Voilà. C'est peut-être un ressenti qui m'est propre. Je ne sais pas s'il est partagé par la salle. Mais moi, à chaque fois que j'ai discuté avec des professionnels dans le secteur du numérique, j'avais l'impression qu'au moment où je disais reconversion professionnelle, il y avait un tilt. Alors, je regarde beaucoup la gestuelle et comment les gens se comportent quand je parle. Et du coup, j'en ai conclu que c'était quelque chose que je devais essayer d'éviter dans mon discours. Donc, omettre, c'est pas mentir, mais j'omets volontairement le fait que je sois issu d'un parcours de reconversion. Alors, nous, on a 80% de nos apprenantes et nos apprenants qui sont en reconversion professionnelle. Et on recherche et on a très envie que ça continue comme ça. En fait, je pense qu'il y a déjà il y a deux types d'entreprises. Il y a celles qui vont être plus ouvertes et qui savent aussi que pour aller recruter les profils dont ils ont besoin, la diversité de profils dont ils ont besoin, et que la reconversion professionnelle, c'est une des possibilités parmi plein d'autres et qui n'ont pas d'a priori là-dessus. Moi, dans les points négatifs que j'ai pu entendre côté entreprise, ou en tout cas les retenues un peu qu'elles peuvent avoir, c'est parce que souvent, et c'est normal, la reconversion professionnelle t'amène à faire une formation plus courte. C'est très rare de faire une formation professionnelle sur du 5 ans. Donc tu viens avec un niveau d'études qui est inférieur à du bac +5 et tu viens avec un temps d'expérience professionnelle pré-diplôme qui est inférieur à une école classique que tu ailles chez Epitech, Supinfo, etc. Et donc effectivement, tu rentres sur le marché en tant que junior avec un tout petit peu moins de bagages et que le marché du junior étant déjà un peu compliqué, il y a un enjeu sur à la fois un peu le niveau d'études et un peu le temps qui a été passé en entreprise, parce que tu peux jamais faire la même chose en 5 ans que ce que tu fais sur des programmes de reconversion professionnelle qui sont un peu plus courts. Ça, c'est un premier truc qui dit. Après, moi, aujourd'hui, la majorité des entreprises avec lesquelles je parle valorisent les reconversions professionnelles avec notamment la maturité professionnelle et le fait de réussir à utiliser ce qui a été fait auparavant dans son nouveau métier. Donc en fait, je pense vraiment qu'il y a des entreprises pas du tout ouvertes, ne serait-ce que sur le niveau d'études, ça passera jamais. Et de toute façon, ok, passe ton chemin. Non mais c'est vrai, toutes les entreprises ne sont pas faites pour tous les profils et il faut aussi savoir toi ce qui est important et là où tu seras valorisé. Et il y a plein d'entreprises par contre qui valorisent ces parcours-là. Moi j'étais en discussion la semaine dernière avec une entreprise qui souhaite faire de la reconversion professionnelle et faire un appel à la reconversion professionnelle au sein de l'entreprise et qui donc cherche des formations et donc va pouvoir pour se dire qu'en fait ils préfèrent donner l'opportunité en interne à des personnes de changer de métier s'ils le souhaitent et d'accompagner ce changement, parce que c'est ça aussi, la rétention de profil est hyper importante pour les entreprises aujourd'hui et s'il faut accompagner dans un changement de métier, eh bien faisons-le. Donc je pense que c'est pas un gros mot du tout la reconversion professionnelle, c'est pas du tout systématiquement mal perçu, mais qu'effectivement oui, il y a un pan qui n'est pas forcément pour, et tant pis, c'est pas avec eux que toi et moi on ira travailler, on travaillera avec les autres. Non, puis il y a un autre point aussi qui est en train de monter en flèche dans la plupart des entreprises aussi, ce sont les soft skills. Et que je pense que quand on est allé travailler ailleurs et qu'on a été capable d'acquérir une autre expérience, il faut s'en servir et s'appuyer dessus pour la mettre de l'avant.
Donc, plutôt que de parler de reconversion, vous pouvez peut-être parler de nouvelles spécialisations, parce que ce que vous avez acquis auparavant, vous ne l'avez pas perdu, et vous pouvez aussi le mettre de l'avant à travers des différents projets sur lesquels vous serez amené à travailler. Donc. Ça me fait penser qu'effectivement, c'est un petit peu aussi ma technique, c'est-à-dire je ne dis pas reconversion professionnelle, mais alors je trouve tous les mots qui sont autour de ça. Et je dis évolution professionnelle, je dis changement de carrière, mais ce terme-là, j'ai vraiment l'impression qu'il est, il est extrêmement péjoratif aujourd'hui. Alors peut-être qu'à terme, ça changera, ce que j'espère, mais voilà. Merci. Quand tu seras dans une entreprise, dis-le fort, fort, fort. Et redis-le tous les jours, et comme ça, au moins, à la fin, on y arrivera mieux. J'enchaîne vu que je suis à côté, pardon. Je pense que c'est peut-être un peu franco-français aussi d'avoir ce système de diplôme. Du coup, bonjour, moi c'est Laurie, je suis journaliste pour C-Sciences et merci pour ces échanges qui sont très brillants. J'avais une question plutôt globale sur la féminisation, vous en parliez tout à l'heure à juste titre. Qu'est-ce que vous mettez en place concrètement dans vos formations pour, comme mesure pour du coup, attirer des profils féminins? Est-ce que ça passe par de la communication, par certaines formulations, par des événements? Est-ce que vous avez des intervenantes aussi? Et en termes de ratio, de chiffres, combien vous avez concrètement de profils féminins dans vos écoles? Voilà. Nous, on travaille d'arrache-pied avec la communication. Première chose que l'on fait, on essaie de valoriser les profils féminins, notamment qui sont au sein de l'école. On travaille avec des associations. On a quand même la chance sur Lyon d'avoir plusieurs associations dans la féminisation et dans la tech. Donc, on travaille de pair avec elles, que ce soit sur des événements extérieurs ou autres, pour démontrer que le métier peut se faire très bien et qu'on essaie d'attirer justement ces profils. Après, comme je disais tout à l'heure, il y a un travail de fond à faire dès le collège, quoi. Donc, et ça, malheureusement, c'est pas que nous qui pouvons le faire. On peut le faire un peu en tant que parent, si vous l'êtes déjà. Ce que moi-même j'essaie de faire, c'est peut-être aussi pourquoi j'ai été sensibilisé à la chose. J'ai des filles à la maison et puis pour moi, c'est pas parce qu'on est une fille qu'on doit se coltonner dans un métier plus qu'un autre. Donc après, qu'est-ce qu'on doit faire de plus? Difficile à dire, quoi. C'est un travail de société aussi. Donc, Alors pour le coup, nous, c'est notre cœur d'existence, c'est notre mission même. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous dire ce qu'on fait. Après, qu'est-ce qui a le plus d'impact? C'est toujours un peu difficile de savoir. Je pense que c'est un ensemble d'actions. La première chose, c'est que nos communications s'adressent aux femmes. On parle de développeuses informatiques, on nomme développeuses, on ne fait pas développeur.euse. Parfois, on a des communications uniquement à destination des femmes. On fait des ateliers de code à destination des femmes, c'est-à-dire venez coder, rendez-vous compte, faites, en tout cas pratiquez, et rendez-vous compte qu'il n'y a pas besoin d'un background énorme, que en fait, la marche est facile à monter. Ensuite, on travaille énormément aussi avec des associations, Women in Tech. On travaille aussi avec des entreprises qui ont des programmes d'inclusion aussi pour réussir, parce que c'est pas simplement former, il faut aussi montrer qu'on a la sortie qui se passe bien derrière. Et aujourd'hui, nous, on arrive depuis le début d'ADA, donc nous, on a 3 campus, Paris, Nantes et Lyon, et on existe depuis quasiment 4 ans. On a formé en moyenne 70% de femmes. Et on essaye sur chaque promo, on travaille sans quota, donc c'est un peu compliqué. C'est important, c'est que ce n'est pas des écoles qui sont interdites aux hommes. Simplement, on a une communication volontairement et volontariste à destination des femmes pour mieux les attirer. Et du coup, et pour qu'elles se rendent compte que les communications leur sont destinées. Et on essaye de ne pas avoir en dessous de 60% de femmes sur chacune de nos promotions pour des questions d'inclusion et aussi d'égalité de temps de parole, de débat, etc. Voilà. Je serais revenu sur la question. En fait, moi, je voulais parler de la conversion, donc du coup, c'est encore un changement. Et je voulais intervenir maintenant parce que moi, je suis justement un profil issu de la reconversion. Et donc, je pensais que je vais... moi, ma question, c'était à quel point le fait de réaliser un portfolio pouvait aider justement une personne à convaincre l'entreprise des compétences acquises. Et si c'est le cas, comment orienter ce portfolio de manière à justement être le plus convaincant possible, quoi. Oui, c'est important.
Parce que déjà, tu montres ce que tu sais faire, tu montres tes compétences quelque part. Donc oui, tout de suite, un recruteur, il va voir ton portfolio, il fait waouh, c'est bien. Bon, même s'il n'est pas forcément spécialisé dans la tech, c'est un plus. C'est comme une lettre de motivation, même si c'est un peu vieillot. S'il y en a une, il y en a une. Hein. on va la lire. Et voilà, c'est toujours bien, honnêtement. Juste pour compléter, on avait un événement alumni la semaine dernière et il y en a la moitié qui ont dit et puis faites un portfolio, c'est ce qui m'a décroché mon poste. Voilà. Donc, en fait, je pense profondément que montrer ce qu'on sait faire, c'est quand même ta meilleure porte d'entrée pour la suite. Sur le portfolio, juste comme vous le disiez vous, c'est plutôt, est-ce que dedans on met ses projets écoles, par exemple, quand on est en conversion, est-ce qu'on fait des projets communs, ou est-ce que c'est plus avantageux de plutôt travailler sur un projet personnel qu'on va mettre dans son portfolio? Par exemple, chez Wabatrio, on aime bien les gens qui vont reproduire des sites qu'on connaît. Nous, on a pris quelqu'un qui était totalement autodidacte et qui nous a refait un Netflix. Et en vrai, on lui a fait faire aucun test technique parce que sa version de Netflix, elle était tellement bien faite que c'était une carte, c'était son CV en fait. Et souvent, parce que j'entends des techs, moi je suis des recruteurs, moi ça me dérange pas qu'il y ait des projets écoles, mais on va souvent, les entreprises vont souvent demander des projets plutôt personnels que vous allez pouvoir expliquer. Et ce qui est intéressant dans les portfolios, c'est que quand on a développé son projet personnel, on l'a conçu comme un projet, on y avait travaillé chez un client qui est from scratch, et vous pouvez expliquer comment vous l'avez conçu, quelles techno vous avez décidé d'utiliser, quelles ont été vos forces et vos faiblesses sur le projet, et ça peut vraiment remplacer un test technique. Je dirais plutôt ça en tant que recruteuse. Ouais, et chose qu'on me disait à l'époque où j'étais encore à l'école chez Epitech Digital School, l'ancêtre à Paris. Du coup, c'est oui, parce que le nom a changé. Pas tant que ça, j'espère. Les profils GitHub étaient regardés, c'était un plus aussi. Et mine de rien, les aides sur Stack Overflow. C'est des choses que si vous aidez pas mal de personnes à résoudre des soucis, etc., c'est des choses aussi qui sont regardées. Après, un portfolio, c'est évolutif, au même titre qu'un CV l'est. Donc, inévitablement, si vous avez que des projets scolaires et que vous sortez de l'école, vous ne pouvez pas non plus avoir des projets plus professionnels. Ou à tout le moins, si vous travaillez sur un projet professionnel que vous voulez faire, mais qu'en même temps, vous êtes en recherche d'emploi, j'aurais tendance à vous dire, mettez ce que vous avez. Et au fur et à mesure que vous évoluerez et que vous aurez des meilleurs projets, comme certaines expériences qu'on fait disparaître au fil du temps, c'est la même chose pour le portfolio, quoi. Il faut qu'il soit aussi vivant que vos réseaux sociaux. Il faut les animer de la même façon. Donc, j'aurais tendance à dire oui, maintenez-le et continuez à les animer et à le faire évoluer dans le temps. Bonsoir tout le monde. Donc moi je suis étudiant en informatique et actuellement on se rencontre on voit que dans notre école il n'y a pas beaucoup de femmes dans les milieux de l'IT. Donc j'ai compris que du coup vous formez aussi beaucoup de femmes dans l'informatique. Mais j'aimerais vous poser la question, c'est un peu de la curiosité. Comment est-ce que les entreprises réagissent à tout ça? Comment est-ce que les entreprises communiquent avec vous quand vous leur proposez des profils féminins voilà. Alors, très bien, parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, il y a un responsable diversité et inclusion qui a justement pour travail, et là, encore une fois, la diversité de genre, c'est une diversité parmi beaucoup d'autres sur lesquelles on doit tous travailler sur la partie, sur les emplois dans le numérique. Donc, évidemment, ils réagissent très bien. Enfin, je veux dire, c'est un profil, des femmes développeuses, c'est un profil recherché parce que je pense que toutes les entreprises se rendent compte que les équilibres amènent beaucoup de choses, de la richesse, de la productivité, plein de choses. Donc, c'est pas seulement avoir une femme pour avoir une femme, c'est avoir un équilibre dans son équipe globale qui permet d'avoir une équipe qui fonctionne le mieux possible.
l'enjeu, encore une fois, et on fait que faire tourner des boucles, c'est qu'il y a moins de 20% de femmes qui se dirigent vers les métiers du numérique, qu'aujourd'hui, le seul moyen d'amener plus de femmes, c'est forcément par le biais de la reconversion professionnelle. Donc, ça veut dire accepter des profils en reconversion, donc accepter de se défaire du bac+5, de se défaire du oui, mais est-ce que vous avez fait 3 stages avant ? Non. Voilà. Et donc en fait, c'est à ça que nous on travaille. Ça demande et aujourd'hui c'est très bien accueilli. Enfin, c'est très très bien accueilli. Mais effectivement, ça demande des ajustements parce que tous les postes en alternance qui jusqu'à maintenant étaient des postes calibrés bac+5, on est obligé de les recalibrer un petit peu parce que et c'est pas dévalorisant, c'est juste que on ne peut pas apprendre en 9 mois, 1 an et demi la même chose que ce qu'on apprend en 5 ans. Simplement, il y a une partie de l'apprentissage qui va se faire aussi au sein des entreprises avec les managers. Ça se fait juste différemment. Donc ça demande un peu de temps, mais ça ne demande pas du temps parce que les entreprises sont réfractaires. Ça demande du temps parce que ça demande aussi des ajustements d'organisation. Mais aujourd'hui, nous, on a un très très bon accueil, donc on est très content. L'enjeu, il n'est pas sur l'acceptation de la féminisation des équipes, il est sur que les femmes restent, déjà une fois qu'elles sont entrées, qu'elles aient envie d'y rester. Donc il y a un autre enjeu là-dessus. Et puis elle est sur le fait de leur montrer que c'est possible. Donc effectivement, le travail se fait très très en amont. Et on manque de modèles. Je peux dire juste ça. Et juste j'y repense pour votre question, on a 50% de nos encadrantes qui sont des femmes et aussi beaucoup de personnes en reconversion professionnelle parce qu'en fait, il faut montrer les modèles qu'on veut avoir pour demain et il faut montrer qu'ils existent, mais qu'ils existent dans la réussite. La réussite étant avoir un travail et être heureux. Enfin, je veux dire, on ne parle pas de réussite et d'extravagance. Me fait penser que j'ai une petite citation. J'aime bien une petite citation, elle est un peu kitsch. Mais si tu veux du changement, sois le changement. Est-ce qu'on ne peut pas parler aussi du fait qu'au-delà d'intégrer les femmes dans la tech, parce qu'évidemment il faut faire de la diversité et c'est normal, c'est que si on n'intègre pas de femmes aujourd'hui, tous les produits qui seront fabriqués auront des biais. Je ne sais pas si vous savez cette histoire, mais quand les casques virtuels ont été créés, ils ont été créés que par des équipes tech d'hommes. Et en fait, à aucun moment, ils ont réfléchi au fait que les pupilles des femmes étaient plus rapprochées que les pupilles des hommes et que les femmes pouvaient avoir une frange et des cheveux. Et ce qui fait que quand il y a eu des tests, chez les hommes ça fonctionnait bien, sauf que les femmes, elles avaient tout le temps tout lit. Elles ne pouvaient pas garder le casque virtuel sur les yeux parce que ça les rendait malades. Et tout ça, c'est parce qu'à aucun moment, il y a eu de femmes dans la conception et la réalisation des casques et le développement, et que donc personne n'y avait pensé dans les équipes. D'où l'intérêt, au-delà du fait que la diversité dans notre société, elle existe, le fait de mettre des femmes dans la tech, c'est aussi se garantir de développer des produits qui auront moins de biais. En fait. Puis on parle de l'IA, c'est assez indispensable côté IA aussi. Et je pense qu'on pourra terminer là-dessus pour le mot de la fin. C'est très très bien. Bah, merci encore à vous trois, du coup. Bravo. Merci à tous du coup d'avoir écouté. La soirée continue, elle bat son plein d'ailleurs, et ça termine du coup à 21h. Voilà, bonne soirée à tous.